Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler d'un film pas très connu qui est sorti en 1977, un petit classique du Nouvel Hollywood un peu oublié, d'un réalisateur que j'adore qui est Robert Altman. Ce film c'est Trois femmes, sorti donc en 1977 et qui est une espèce de film un peu, un peu mystique, un peu occulte autour de lequel planent un peu des légendes pour les passionnés, on va dire un peu d'ésotérisme, de cinéma un peu presque complotiste on pourrait dire. C'est un film avec Sissy Spacek et Shelley Duvall qui va se passer dans une station thermale du comté de Riverside en Californie avec deux femmes qui vont devenir amies, une femme un peu enfant incarnée par Sissy Spacek et une femme un peu plus libérée jouée par Shelley Duvall qui vont vivre ensemble dans le même hôtel et en fait il va y avoir un lien très bizarre qui va se tisser entre elles, même une espèce d'échange un peu de personnalité assez étrange avec une troisième femme qui va arriver dans l'équation qui a l'air un peu une sorcière qui peint des fresques dans des piscines vides, on ne sait pas trop pourquoi. Il va se passer des choses très étranges après une tentative de suicide, j'en dis pas trop, mais voilà, il va y avoir une espèce d'échange un peu de personnalité qui, pour moi, en fait, j'aime beaucoup ce film parce que déjà, il faut dire que Robert Altman, c'est un réalisateur que j'adore. C'est un réalisateur de la modernité, de l'improvisation, qui vraiment va beaucoup inspirer un de mes cinéastes préférés qui est Paul Thomas Anderson, hein. Je pense qu'il n'y aurait jamais eu There Will Be Blood sans John McCabe, qu'il n'y aurait jamais eu Shortcuts, Magnolia sans Shortcuts, pardon. On peut voir plein de filiations dans le cinéma de Paul Thomas Anderson, que ce soit dans Punch Drunk Love où il va récupérer la musique du Popeye de Robert Altman. Donc voilà, c'est un cinéaste, je pense, très important. Dans la modernité du cinéma de Paul Thomas Anderson, on retrouve vraiment la racine du cinéma d'une certaine manière de Altman. C'est un cinéaste aussi qui a une manière de filmer, on appelle souvent ça avec sa caméra le regard démocratique. Il va filmer par exemple des scènes de foule, mais il ne va pas forcément, en plaçant les personnages principaux au milieu de cette foule, il ne va pas forcément capter les dialogues avec un micro ou de manière un peu détournée en effaçant le son des figurants. Il va capter un peu l'intégralité. Des fois, on comprend rien à ce qui se passe. C'est vraiment quelque chose d'assez moderne, assez improvisé. Ce fameux regard démocratique de la caméra, j'aime beaucoup. Mais là, pour moi, ce film-là, il est vraiment super intéressant parce que c'est une espèce de vraiment une des seules un peu incursions un peu ésotériques et mystiques et presque fantastiques dans le cinéma de Altman. On a l'impression qu'en fait, d'une certaine manière, avec ce procédé sonore et visuel des voix qui vont toutes se mélanger, cette espèce de chaos un peu organisé, on a l'impression que d'une certaine manière, on pourrait dire qu'il laisse parler un peu les esprits. Et pour moi, ce film vraiment est vraiment dans la lignée, on pourrait dire qu'il est le chaînon manquant entre Céline et Julie vont en bateau de Jacques Rivette et Mulholland Drive qui sortira des années plus tard, dont je pense David Lynch est beaucoup inspiré du film de Robert Altman pour son récit un peu contre-initiatique et mystique du Hollywood des années un peu 2000, tout ça. D'ailleurs, il faut savoir, il me semble que Mulholland Drive à la base devait être un biopic, un téléfilm sur Marilyn Monroe, mais s'est transformé en ce qu'on se connaît, cette espèce de fable un peu ésotérique, très, très étrange sur le rêve hollywoodien qui part en cauchemar. Et je pense que le film de Altman est vraiment le chaînon manquant entre Céline et Julie et le film de David Lynch. Il y a quelque chose que je trouve passionnant avec aussi ce vieux parc d'attractions dans le film parce que tout se passe dans une station thermale autour d'un parc d'attractions qui ressemble à un vieux western un peu décrépit qui ressemble un peu avec ce vieux cow-boy un peu ridicule qui est le propriétaire des lieux, qui agit un peu vraiment un lieu qui agit un peu comme le tombeau d'une espèce de patriarcat agonisant, là où ces forces de féminisme en fait vont représenter le progrès et quelque chose un peu d'une sorte de drive lynchien avant l'heure qui devient le théâtre d'un féminisme qui n'est plus dans la revendication mais dans les dédoublements de personnalité et d'occulte qui rappelle évidemment Mulholland Drive, Twin Peaks, Lost Highway, où chaque individu semble posséder un peu son doppelganger d'une destinée beaucoup plus néfaste qu'on va retrouver dans Mulholland Drive, tout ça. Et au milieu de ça, on va avoir vraiment cette masculinité fatiguée, ces cow-boys fatigués, qui moi, tout de suite m'a ramené au ranch de Spawn dans Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino, où le parc d'attractions un peu en carton-pâte, pardon, western qu'on avait
dans Nope de Jordan Peele, il y a ce côté rêve hollywoodien, rêve de l'Amérique, de l'histoire un peu brisée, dans Nope, qui est un peu entretenu par les immigrés, hein, on a ces dresseurs de chevaux noirs et on a ce propriétaire asiatique on dit souvent que c'est souvent les immigrés qui véhiculent le mieux le rêve américain. D'ailleurs, Frank Capra, qui était un immigré italien, ou John Ford, qui était un fils d'immigré irlandais, c'est eux qui ont construit les mythes américains avec leur cinéma. Donc il y a ce paradoxe-là très intéressant. Et dans le film de Altman, on a ce vieux parc d'attractions que moi je trouve passionnant, qu'on retrouve vraiment à certaines étapes dans l'histoire du cinéma, que ce soit chez Tarantino ou chez Jordan Peele, mais aussi dans d'autres films. Là, j'ai pas vraiment d'autres exemples qui viennent en tête, mais j'ai beaucoup cette idée-là que, d'une certaine manière, c'est un film de sorcière, comme dans Céline et Julie Vont Bateau, c'est une fusion de deux femmes dans Céline qui s'inventent une espèce de réalité pour échapper à la leur, d'une certaine manière, pour échapper à leur propre réalité. Et c'est vraiment quelque chose qui est pour moi purement le cinéma moderne et progressiste des années 60-70, ce cinéma féministe, avec ces deux actrices en plus, c'est très marrant parce que qui vont devenir un peu des symboles du cinéma d'horreur, parce que un an avant, Sissy Spacek qui avait joué l'inoubliable Carrie dans le film de Brian De Palma, et Shelley Duvall va devenir totalement liée pour l'éternité au visage terrifié dans Shining, hein, de Kubrick. D'ailleurs, c'est vraiment un film aussi sur le patriarcat qui écrase tout, et là on est dans la fin du féminisme avec Kubrick, et quelque chose vraiment du grand méchant loup qui dévore toute forme de féminité. Et j'aime beaucoup ça, comme chez Robert Altman, qui est un cinéaste que j'aime beaucoup pour John McCabe, pour Le Privé, pour Nashville, que j'aime moins pour MASH, mais que je trouve un film beaucoup moins intéressant. Et j'aime beaucoup, en fait, comme d'une certaine manière, Trois femmes s'inscrit aussi dans une trilogie un peu plus occulte, complotiste et angoisse, dans lequel Altman ne nous avait pas forcément habitués, ou dans lequel on pourrait inscrire le film That Cold Day in the Park, et après le film Image. Mais dans Cold Day in the Park, on avait vraiment aussi cette idée d'un film qui commençait comme une espèce de mélodrame, et qui finissait vraiment dans les dernières secondes sur un film presque d'horreur, un peu fantastique, avec cette actrice là qui était Sandy Dennis, qui jouait cette femme qui recueillait un homme qu'elle ne connaissait pas du tout, et qui finissait par l'emprisonner parce qu'elle était totalement opprimée par une vie entourée par des personnes âgées, par une espèce de société un peu bourgeoise qui l'étouffait, et elle devenait presque le pire cauchemar de cet étranger-là. Et comme si elle avait été un peu contaminée, cette actrice, un peu contaminée par la folie du couple Elizabeth Taylor et Richard Burton dans le film Virginia Woolf, dans lequel elle avait joué quelques années avant, où elle jouait vraiment des voisins d'un couple plus âgé qui finissait par les contaminer par leur propre folie, par leur propre passé. Il y avait quelque chose de très intéressant. Et là, elle joue un peu le même personnage dans That Cold Day in the Park. Et on a l'impression que c'est vraiment des femmes qui se répandent dans trois femmes aussi, avec le personnage de Sandy Dennis. Et il y avait vraiment cette folie qui finit par tout emporter. Et moi, je trouve ça passionnant d'une certaine manière. On a vraiment cette scène à la fin où vraiment elle compose une nouvelle famille, vraiment recomposée d'une certaine manière, qui représente une Amérique plus moderne, plus progressiste, débarrassée d'ailleurs de la figure de l'homme, quelque chose vraiment qui dépasse un peu cette vieille masculinité rance et le modèle de la famille classique, nucléaire, tout ça, pour finir à la fin de cette maison où les rôles sont très inversés. Une fin très étrange, je ne vais pas la raconter, mais qui démarre d'ailleurs par la naissance d'un bébé qui pourrait presque faire penser à Rosemary Baby. Il y a quelque chose d'assez étrange. Ce bébé, est-ce que c'est la réincarnation d'un des personnages? Il y a beaucoup de questions qui sont sans réponse. Est-ce que la dame qui fait des fresques sur la piscine est une sorcière? Est-ce qu'elle a jeté un sort sur l'un des personnages, sur l'une des personnages féminines, parce qu'elle a couché avec le mari qui était le propriétaire de l'hôtel? Il y a un truc très rivette aussi, dans des petits détails. On pourrait se dire qu'il y a vraiment, elle a peut-être jeté un sort, et une des personnalités a changé de psyché, comme les personnages dans les films de David Lynch, encore une fois. Il y a quelque chose du sortilège, il y a quelque chose de la sorcière, de la modernité, inscrit dans ce vieux cinéma hollywoodien classique que j'aime beaucoup. Si vraiment vous ne connaissez pas ce film, c'est vraiment à voir. Il faut se laisser un peu porter par le côté, alors c'est très décousu, il faut aimer le style de Robert Altman, le style très improvisé, il faut accepter de ne pas tout comprendre. C'est un film que je pense est très intéressant à analyser, mais qui n'est pas assez connu, qui était ressorti il n'y a pas très longtemps dans une très belle édition Blu-ray, donc à redécouvrir. C'est bon, vraiment, si vous aimez
Si vraiment si vous aimez Céline et Julie vont en bateau de Rivette, sorti dans les années 70 aussi, je crois qu'il est sorti, il me semble même 2-3 ans avant. Moi, je suis sûr que Robert Altman, il l'a vu, ce film-là, et je suis sûr que Lynch a vu le film de Robert Altman et le film de Rivette, et on pourrait vraiment dire que c'est vraiment une espèce de trilogie, un peu de, on pourrait dire de la féminité, de la sorcellerie, d'une nouvelle forme de modernité que j'aime beaucoup. Et voilà, après, il y a d'autres, peut-être Altman qui sont plus accessibles. Je pense, oui, à Shortcuts, je pense Le Privé, bien sûr, comme il s'appelle, The Player, qui est très bien aussi dans les années 90. Mais j'aime beaucoup plus sa période années 70 et surtout cette trilogie, la That Cold Day in the Park, qu'il faut vraiment voir avec Sandy Dennis. Vraiment un espèce de petit thriller domestique, plutôt mélodrame domestique qui vrille vraiment à la toute fin au thriller et presque au film d'horreur. Il y a aussi Image qui est très intéressant. Et ce troisième film, Trois femmes, vraiment qui fait une espèce de boucle un peu complotiste, un peu bizarre, ésotérique, que j'aime beaucoup. C'est des films, les films de Altman qui sont très difficiles à classer. On ne peut pas mettre vraiment d'étiquette, mais ils sont passionnants si on aime un peu le côté occulte, un peu le côté surinterprétatif, le côté onirique, rêverie, tout ça. Il y a une logique un peu de rêve. Et voilà, vraiment, je vous conseille ça si vous avez beaucoup aimé Mulholland Drive aussi. Et voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur le film. Les actrices sont superbes. La photographie un peu granuleuse que j'aime beaucoup aussi du film. Très belle, très neutre. Ces décors là dans le Riverside en Californie, dans cet hôtel, le comté de Riverside, là, je ne sais plus comment s'appelle cet hôtel, il existe vraiment. C'est un centre thermal avec des piscines, tout ça. Enfin, qui est vraiment qui est devenu un peu mythique, un peu comme c'est un peu l'hôtel Overlook de Robert Altman, quoi. Il y a un côté un peu comme ça. C'est c'est vraiment un film sur le mythe américain et sur la modernité du nouvel Hollywood, un peu mélangé. Et c'est vraiment à redécouvrir. Je crois qu'il est disponible sur peut-être sur TCM Cinéma, il me semble. Je crois qu'il y a un cycle Robert Altman. Essayez de le regarder, essayez de voir d'autres Robert Altman, même si c'est pas un cinéaste très facile d'accès. Mais je dirais que celui-là, il faut vraiment se laisser porter. Et après, bon, je pense qu'il y a plein de théories cachées que je me suis même pas encore rendu compte, mais j'ai pas vraiment cherché. Mais je voulais vraiment juste partager mon opinion sur ce film que j'aime beaucoup. Sur Robert Altman aussi, je pense que je vais en reparler parce que c'est une très important pour moi. Et donc voilà, je pense que j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire sur ce film. J'essaierai de revenir sur d'autres films, peut-être plus de films d'animation, peut-être plus de vieux films. Films français, il faudra que je fasse des films français aussi. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée. Encore une fois, allez au cinéma, partagez votre passion, il faut discuter des films, c'est très important. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut!